dans les premiers investisseurs, sur les 5 qui ont fini par investir, il y en a 2 qu'on a rencontrés via LinkedIn. Des gens que je connaissais Ok. pas du tout, qu'on a abordés. On a mis trop de temps pour faire des choses pour des clients qui étaient en fait pas vraiment intéressés ou pas vraiment prêts à payer. Ne pas avoir de son pour un podcast, c'est un peu problématique. On va pas se le C'est cacher. vrai. Et après, on en a trouvé 4 autres. Et ça a été la première levée de fonds qui nous a permis du coup de recruter 2 personnes et d'avancer. Je pense que ça, c'est observe ton quotidien, observe les choses qui t'embêtent. Ah, magnifique. Mind My Business, un podcast qui raconte des histoires d'entrepreneurs à travers le monde. Je m'appelle Sacha Delcourt, un passionné d'entrepreneuriat, et aujourd'hui je suis très content de vous partager cette discussion exceptionnelle que j'ai eue avec Gabriel Lévy. Gabriel Lévy, c'est un cofondateur d'une startup qui a levé des millions, une startup de finances durables basée en Belgique. Gabriel, il a commencé son aventure entrepreneuriale quand il était encore étudiant. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, avec Gabriel, c'est dérouler tout son parcours entrepreneurial pour essayer de comprendre un peu les mécanismes qui l'ont mené où il est aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une agréable écoute. Tu vas bien? Tu m'appelles de l'autre bout du monde du coup? Et oui, hein, c'est bientôt la nuit ici. C'est bientôt la nuit. Tu Pas es mal. tu es ma petite discussion du soir, de fin de journée, pendant que tu commences Chouette. ta journée. Il est 10h02 là, c'est ça? Exactement. C'est ça, tout juste. Allez, nickel. Une journée qui commence chez WeEquity aujourd'hui? En fait, je suis en remote, Ok. donc non. Mais, mais évidemment, le Vous Covid nous l'a travaillez montré. toujours en remote ou vous allez parfois Non, vous non, avez des bureaux ou... on a un bureau à Bruxelles, à Excel. Ok, vas-y. Mais on est quand même assez flexible et on permet quand même aux gens de, de passer du temps en remote parce que, enfin voilà, c'est normal. Et aujourd'hui, en 2023, c'est comme ça qu'on travaille. Ouais, clairement, clairement. Vous obligez à venir un certain nombre par semaine ou pour certains meetings ou c'est vraiment les gens qui choisissent? Non, non, on a quand même des règles. Donc, en général, les gens viennent 4 jours semaine au bureau. Le mercredi, ils sont en remote. Et puis, en plus de ça, chacun a 30 jours remote que tu peux prendre quand tu veux Quand tu veux. pour aller Ok. à l'étranger, passer du temps chez toi, faire n'importe. Ok. Et donc ça, maintenant il y a des bureaux, ça change de l'époque où vous travailliez dans le coworking de l'incubateur ou quoi? Oui, on est déjà passé par 2 bureaux en fait. On est sorti de l'incubateur, on est allé s'installer chez Tour et Taxi Ok. parce qu'on a eu un bureau via KBC Startpit. Nickel. Et Le puis bureau, après, le passage obligatoire des start-upers. Tour et oui, taxi. bah surtout des start-upers qui ont pas nécessairement les moyens pour créer des Comme grandes beaucoup de choses, start-upers. pour directement louer. C'est vrai. Et en Belgique, c'est assez impressionnant ce qui est possible et ce qui est disponible. Donc on a fait ça. Et puis à un certain moment, en fait, bah tu peux y passer un an et puis on est sorti. Je pense qu'à un moment, c'était pas plus mal d'avoir notre propre bureau, d'avoir un endroit pouvait mettre en place à notre sauce. Donc Mhm. voilà. Vas-y, écoute, c'est nickel. Moi, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais l'enregistrement a déjà commencé il y a 2 minutes, donc c'est cool. On a déjà pu faire un tour par, par travailler en remote et les endroits un peu où on peut travailler en tant que start-upper. Tout à fait. Donc voilà, l'épisode a commencé de cette manière. Gabriel, tu m'as donné un challenge aujourd'hui. Tu m'as dit, je dois t'interviewer en 60 minutes. Donc je vais déjà en gratter 4. Il est 10h04. Je te propose d'aller jusqu'à 11h04. Ça va. Et donc voilà, un grand merci à toi d'être avec moi aujourd'hui, de pouvoir partager un peu ton expérience d'étudiant entrepreneur et puis de jeune entrepreneur et maintenant d'entrepreneur qui a son troisième round de funding. Donc c'est un vrai plaisir de t'accueillir, d'avoir cette petite discussion de 64 minutes ensemble. Ah, mais génial. Tout le plaisir est pour moi et ravi de prendre du temps. Ok. J'aimerais commencer avant de te demander de te présenter avec une question un peu directe pour entrer dans le vif du sujet parce que voilà, c'est un peu une question que je pense beaucoup de personnes se posent, notamment quand on veut lancer des projets qui sont un peu plus tech, un peu plus AI. Euh, Tu n'as pas de background du coup lié à AI, tu étudies l'économie si je ne me trompe pas. Et voilà, si tu pouvais me donner une raison de pourquoi tu t'es embarqué dans une startup de tech, de AI sans background et comment un peu on peut réussir à lancer une startup liée à de l'AI sans background, si tu le veux Oui, bien. c'est une question tout à fait qui a beaucoup de sens. Non seulement j'ai pas de background AI, j'ai pas de background tech, euh,
Donc c'est clair qu'on peut se poser des questions de genre, comment ça se fait, qu'est-ce qu'il va faire, qui est-il pour essayer de se lancer dans ce milieu. En fait, la raison, la vraie question pour moi, souvent, ce genre de questions, c'est pourquoi pas. La vraie réponse, c'est pourquoi pas. L'IA est déjà présente partout, mais vraiment partout, on s'en rend pas compte. Et donc, et même accessible, en fait, à plein de gens qui n'ont pas nécessairement de background tech. Et aujourd'hui, c'est plus, à partir du moment où tu lances une boîte, c'est clair que tu as besoin des compétences tech. Mais c'est pas nécessairement ça veut pas dire que tous les fondateurs ont besoin de savoir tout ce qui se passe au niveau software, au niveau de la data. Euh, le plus important au début, quand tu commences, c'est d'avoir cette ténacité, cette persévérance, un peu cette vision d'où tu veux amener un produit et les problèmes que tu veux résoudre. Et, et pour nous, l'IA est un moyen au lieu d'une fin en tant que telle. Et donc, à partir du moment où tu te rends compte de ça, ben, en fait, tu te lances, tu commences à créer des prototypes qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'IA, ou même tu peux, en fait, aujourd'hui, avec les modèles de langage, tu peux très facilement, en fait, intégrer ces modèles sans nécessairement avoir beaucoup de background en IA. Et tu peux assez rapidement créer des prototypes qui suffisent au début. Après, c'est clair qu'une fois que tu veux être successful, qu'il faut que ça tienne, faut que ce soit stable, faut que ça ait du sens. C'est là que évidemment, quand tu espères grandir et tu recrutes des gens qui peuvent faire monter Grandir également. la boîte. Et, et prototyper ça, de la tech, de l'AI, t'as réussi à faire ça par toi-même sans background. Ah non, moi, sans Franck, Ok. j'en serais incapable. Enfin, si Franck était pas là, j'aurais dû me débrouiller. Et ça Donc m'aurait pris Franck, beaucoup plus de temps. ton cofondateur de WeEquity, donc vous êtes deux Exactement. cofondateurs, c'est bien ça? Exactement. Et Franck a un Oui, background. Franck, en fait, enfin, même Franck non plus, il a pas un background tech. Il est juriste de Ok. base. Mais Ok. il est extrêmement autodidacte, Mhm. extrêmement habile avec tout ce qui est tech. Et donc, ça fait plusieurs années qu'il développe, vraiment 3, 4, 5 ans maintenant, je pense qu'il développe des solutions software en utilisant des applications no code. Et ça le permet, en fait, d'assez rapidement de développer des premières versions, des versions même assez stables de produits software sans qu'il ait dû à faire 5 ans d'études d'informatique, on va Yes. dire. Ok, c'est génial. Avant de passer à une petite présentation de toi-même, tu parlais de faire des études pour pouvoir voilà, lancer des boîtes AI tech. Est-ce que tu penses que voilà, étudier ces parties, que ce soit la tech, l'AI, ça aide à lancer des boîtes qui sont AI? Est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée ou le plus important, c'est comme tu l'as cité précédemment, voilà, d'être autodidacte et d'avoir simplement ce mindset d'aller apprendre les choses? Non, il y a vraiment une valeur ajoutée. Si tu veux faire de l'intelligence artificielle, tu veux savoir de quoi tu parles et tu veux construire quelque chose de robuste, euh, à comprendre comment fonctionnent tous ces modèles, quelle est la tech derrière, c'est clairement un atout. Et même si tu l'as pas assez rapidement dans ton équipe, tu vas pas aller très loin. Donc je pense que ça c'est évident, ça reste très important. Donc mon message c'est pas besoin. Mon message c'est que moi Y- j'ai y- Franck et moi on n'avait pas le choix, on venait pas de ce Ouais. background-là, mais on avait quand même Même si l'envie on et la n'a pas, il y a moyen, persévérance. quoi. C'est plutôt ça le message, ouais. Ok, Euh, nickel. non, si on n'avait pas les compétences et l'expérience en interne avec nos équipes, on n'irait nulle part. Ok, donc même si on n'a pas les compétences, il y a moyen de prototyper, il y a moyen de démarrer, mais pour grandir et scaler un peu ça, là c'est là qu'il faut des hard skills hein, vis-à-vis de ça. Ah oui, t'as pas le choix. Ok. Dans ce domaine-là, en Gabriel tout cas. Lévy. Ok. Gabriel, monsieur Lévy, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? D'où est-ce que tu viens? Tu as quel âge? Qu'est-ce que tu as fait avant WeEquity? Est-ce que tu as eu d'autres aventures entrepreneuriales? Qui est cette personne face à moi? À 15 000 kilomètres. Ouais, j'ai pas beaucoup de temps pour répondre à la question, je vais faire de mon mieux. En fait, c'est très Dis-moi. simple. Moi, j'ai 24 ans, bientôt 25. J'ai fait un parcours assez traditionnel en Belgique, on va dire. Quand tu viens de mon milieu, c'est-à-dire un milieu assez bourgeois, privilégié, bruxellois, euh, avec une famille bilingue, en fait. Ça, c'est peut-être une première particularité. Ma maman est néerlandophone, mon père francophone. Donc moi, j'ai vécu jusqu'à mes 15 ans à Bruxelles. Et je suis allé à Saint-Denis, à Ixelles, à l'école, rien de particulier. C'est là que les choses ont commencé un peu à se bouger. Donc, de 15 à 17, j'ai passé 2 ans aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, où j'ai fini mon secondaire, ce qui m'a déjà ouvert les yeux énormément.
m'a permis d'apprendre l'anglais par ailleurs. Euh, mais surtout, en fait, d'être confronté à cette mentalité de on peut le faire, vraiment le sky is the limit et lancer un peu des projets, c'est normal. Et c'est comme ça qu'on se plante, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit. C'est là que j'ai vraiment été confronté et exposé à ce genre de mentalité, ce genre de projet. Surtout parce que Là-bas l'école au encourageait Nouveau-Mexique, énormément ce genre de choses. déjà en contact avec des entrepreneurs, le milieu startup ou simplement voilà cette Oui, idée de. non, tout à fait, tout à fait. Ok. Par exemple, on avait lancé un projet qui permettait à des gens de prendre des photos de texte pour des étudiants, prendre des photos de texte de tout ce qu'ils doivent lire, et qu'après, avec de l'OCR, on pouvait reconnaître les textes et puis résumer les textes. Ça permettait aux Ok. étudiants de pas devoir lire tout ce qu'on leur demandait de lire, Le mais de juste lire les résumés. Aujourd'hui, ça paraît débile parce ChatGPT qu'avec avant avec l'heure. ChatGPT, Ouais. oui, c'est ça, exactement, même si c'était moins puissant. Donc on avait déjà lancé ce genre de projet et on avait pu, via l'école, en fait, aller rencontrer une série d'entrepreneurs et d'investisseurs potentiels à la Silicon Valley. Ça a mené à rien, à part de l'apprentissage, ce qui est déjà, en fait, même le plus essentiel, puisqu'on avait 15, 16, 17 ans. Mais donc directement, déjà, il y a une première confrontation là. Et puis après, suite à ça, je suis allé 3 ans en Angleterre où j'ai fait mon bac. J'ai étudié la philo et l'économie. De nouveau, impliqué un peu de projets entrepreneuriaux, mais plutôt sociétaux. Donc là, j'ai soutenu une start-up qui vendait des samosas et avec les profits aidait des femmes enceintes dans des bidonvilles à Mumbai. Rien à voir, mais de nouveau de la vente, de nouveau un peu apprendre à se débrouiller avec pas grand-chose, Est-ce devoir que de retour en s'organiser. Belgique, tu as gardé un peu, voilà, dans ton cercle d'amis, ton cercle de fréquentation, un peu des personnes entrepreneuses, des personnes qui ont ce sky is the limit comme mindset? Il y en avait peu, mais il y en a quelques-uns qui sont notamment d'ailleurs nos investisseurs, Ok. entre autres, certains de nos investisseurs. Et puis tu les rencontres. Donc Mhm. peut-être qu'on a moins cette mentalité en Belgique, mais si tu veux rencontrer des gens avec cet Tu esprit-là, peux t'entourer si il- tu veux. 100%. Parce que je relève le point que tu as dit, tu m'as dit aux États-Unis, j'ai découvert un peu ce mindset de sky is the limit, on fait un peu ce qu'on veut, et c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. On va en parler juste après, mais tu as commencé à entreprendre en étant étudiant. Ayant fait la même chose, je trouvais que le plus grand game changer, ça a été vraiment d'avoir d'autres entrepreneurs autour de moi, mais que je n'avais pas au début. Et au début, ça peut paraître stressant, ça paraît difficile parce que tu te dis mais qu'est-ce que je fais? Je suis étudiant, pourquoi je vais perdre mon temps à aller faire d'autres trucs sur le côté. Ça me mettait beaucoup de pression sur moi. Et à force de s'entourer un peu de ces entrepreneurs, ces gens qui avaient les mêmes contraintes, les mêmes peurs, les mêmes envies entrepreneuriales, c'est là que mon stress a commencé à vraiment diminuer et entreprendre en voyant tout le monde le faire un peu autour de moi, c'est devenu un peu plus banal et c'est là que le stress a un peu commencé à diminuer. J'ai vraiment commencé à profiter. Je dirais que le cadre est vraiment critique quand tu veux entreprendre aussi. Tout à fait, tout à fait. Et c'est là que tu comprends notamment, enfin, une partie de la valeur ajoutée des startup studios ou des accélérateurs Yes. qui aident Tu- les entrepreneurs à s'entourer. Yes. Tout étudiant entrepreneur, comment tu pourrais conseiller sur le fait de s'entourer? Comment un étudiant entrepreneur qui ne connaît aucun entrepreneur, ne connaît pas cet écosystème, mais voilà, aime bien ça, il sait qu'il aime bien ça l'inspire, comment il pourrait aller trouver ces entrepreneurs, trouver ces personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt? En fait, déjà, il faut aller les trouver là où ils sont. Mhm. Ils sont où? Donc, En Belgique. il y a des accélérateurs qui permettent déjà d'en attirer toute une série. Il y a des événements Mhm. de temps en temps qui attirent des entrepreneurs auxquels on peut souvent assez librement assister pour essayer de rencontrer les gens et les aborder. Et On les souvent, les trouve gens où sont très, ces événements? On écrit Startup Events sur Google ou... par exemple, je sais que Starfleet organise des événements, je sais que Birdhouse organise des événements, je sais que les incubateurs étudiants organisent des événements. Donc suivre un peu ces incubateurs étudiants, Oui, tout à fait. Récemment, il y a un événement il y a il y a un nouveau réseau qui vient de se lancer qui s'appelle le Be Climate Hub, qui réunit toute une série d'entrepreneurs belges qui travaillent sur les thématiques climatiques. Ben là, ils ont un événement qui est ouvert au public et n'importe qui peut y assister et peut rencontrer les entrepreneurs sur ces thématiques-là. Donc il y a plein de manières faut un peu s'en former, mais il y a plein de manières de les rencontrer. Et puis souvent, les gens sont prêts à discuter, à donner des conseils et à encourager les jeunes à se lancer et à tester les choses. Et puis, il y a
il y a une plateforme qui reste quand même la plateforme un peu de prédilection au niveau professionnel, c'est LinkedIn. Et moi, je sais que dans les premiers investisseurs, sur les 5 qui ont fini par investir, il y en a 2 qu'on a rencontrés via LinkedIn. Des gens que je connaissais Ok. pas du tout, qu'on a abordés, avec qui on a commencé à tisser un lien et ça a fini par leur soutien financier notamment. Et comment on les aborde? On envoie un message, hey, t'aimes bien l'entrepreneuriat, t'es chaud qu'on en parle? Oui, deux, trois mots, on décrit qui on est, notre motivation et pourquoi et ce qu'on pense qu'on aimerait bien avoir comme aide de la personne. Il faut être assez concret et puis on voit. Et puis il faut mitrailler. Enfin, il n'y a pas de question, c'est une question, enfin, il y a pas de secret, c'est une question de volume. Et puis parmi les 100 messages, ne plus que s'il y en a déjà 5 à 10 qui répondent, c'est déjà génial. Donc Mhm. voilà, il faut rendre les messages personnalisés, évidemment. Il faut que les gens comprennent que tu as pris le temps de faire attention à ce que tu as, ce que font et qui se rendent vraiment pertinents. Ok, génial. Je relève un point. Tu parlais de ton implication dans des associations étudiantes. Quel a été pour toi, tu penses, un transfert entre s'investir dans ces associations, donc voilà, des problèmes qui arrivent, trouver des solutions, etc. Je pense qu'il y a plein de liens, mais pour toi, quels sont les liens principaux entre s'investir dans une association et après en recueillir les fruits pour être entrepreneur? Oui, bonne question. Mais en tant qu'étudiant, et en tout cas en tant qu'entrepreneur, moi, les compétences personnellement qui m'ont aidé le plus, et Franck donnera une réponse différente, et plein de gens Ouais. diront des réponses différentes. Ça dépend un peu de finalement ce que tu fais aussi dans l'entreprise, mais moi, les trucs clés pour moi, c'est un, être organisé. Il n'y a pas photo, Mhm. faut simplement être organisé. C'est un peu bateau et banal, mais c'est c'est essentiel. Deux, il faut savoir communiquer clairement. Donc Et organiser c'est les utile. projets, organiser son temps, de manière Organiser globale. son temps, organiser les projets, déterminer les priorités, Mhm. parce qu'il faut constamment reprioriser. Deux, c'est communiquer, pour communiquer via l'externe vers les parties prenantes, mais aussi en interne dans l'équipe. Et ça, enfin, il y a moyen de le faire de manière différente, mais pouvoir communiquer rapidement l'essentiel et de manière inspirante, c'est possible. Je pense que c'est assez clair. Puis il faut être aussi débrouillard et prêt à continuer à résoudre des problèmes et tester des choses et être prêt à comprendre que bon, ben, on avance, on résout des problèmes constamment quand il arrive. Et pour nous, par exemple, une autre règle qu'on essaie d'appliquer constamment, c'est la règle assez connue du 80-20, c'est-à-dire que en 20% du temps, tu arrives à atteindre 80% Ouais. de ce que tu veux, et si tu veux après devenir parfait, arriver à 100%, en fait, tu perds énormément de temps parce qu'il y a des rendements décroissants. Mhm. Et donc, en fait, ça vaut la peine de vraiment, ben, un peu, comme ils disent en anglais, the perfect is the enemy of the good. Donc, il faut bien faire, mais rapidement, et puis on avance. Et toutes ces choses-là, c'est des choses que tu peux apprendre et appliquer dans plein de contextes différents, professionnels ou étudiantins. Et c'est là que tu peux commencer à en recueillir, les fruits, je dirais. Est-ce que tu étais un étudiant un petit peu, voilà, un peu busy, un peu en train de faire plein de choses en même temps tout le temps, ou t'étais quel style d'étudiant? Oui, c'était un peu particulier parce que j'ai quand même fait mon bac en Angleterre où j'avais énormément de Ok, travail pour les études. ok. Et donc, Donc cette idée le bac, de, la licence, si certains Français sont ici. voilà, ouais, mais enfin, et ça veut dire que si, enfin, moi, cette idée qu'on a souvent en Belgique de je fais rien et puis j'arrive aux examens en janvier et en juin et après Ouais. je m'isole pendant un mois pour tout étudier. T'as pas trop connu, ouais. J'ai pas trop connu ça en fait parce que j'étais forcé Ok. de travailler, rendre des travaux tout le temps. Qui fait qu'après, quand je suis arrivé en Belgique, en fait, j'ai gardé cette habitude. Aussi parce que j'adorais mes études, donc je travaillais régulièrement, je faisais Ok. ça et j'aimais beaucoup. Et ça permettait directement d'alléger le travail en janvier et en juin. Et en même temps, ça permet aussi de s'organiser, de pouvoir continuer à faire des projets à côté. Nickel. Donc 3 ans de bachelier, de licence en Angleterre, et puis tu décides de venir faire un master à Louvain-la-Neuve en Belgique. C'est C'est ça? ça, exactement. Ok. À quel moment une espèce d'idée, de vague idée de WeEquity vient dans ta tête? Déjà en Angleterre ou en arrivant à Louvain? En Angleterre, j'avais déjà été exposé au milieu de la finance durable, parce qu'on Mhm. avait aidé à lancer une organisation qui s'appelle Positive Investment, qui essayait de convaincre les
fonds d'investissement en fait des universités. En Belgique, on connaît pas trop ça, des fonds des universités qui ont beaucoup d'argent. Mais en Angleterre et aux États-Unis, enfin, c'est une autre Donc, histoire. c'est quoi? C'est des clubs étudiants qui ont assez d'argent Non, non, pour non, pouvoir investir ou quoi? Ah, c'est ok. l'université même qui a des capitaux très très Ok. importants qui sont investis en immobilier Ok, ok. et en fonds d'investissement et qu'ils utilisent après pour gérer l'université. Ok. Et ces fonds d'investissement, du coup, peuvent décider d'investir de manière durable ou pas. Mhm. Et donc, on avait lancé une organisation pour éduquer, sensibiliser les universités à ces thématiques-là. Surtout qu'on trouvait que Ouais. l'université avait quand même une responsabilité sociétale par rapport à non seulement leur recherche, mais aussi ce qu'ils faisaient avec leur argent. Et donc, j'avais été exposé à tout ce monde-là et ça m'avait fasciné. J'avais compris qu'il y avait, tiens, vraiment des leviers à utiliser via la finance pour aller avoir une influence sur le monde réel au niveau de la durabilité. Et donc, quand je suis revenu en Belgique, j'ai pu retrouver vraiment ces dynamiques-là, ces organisations-là, parce que on n'a pas trop, on a quand même, je pense qu'on était quand même moins développé sur ces thématiques-là, en tout cas à l'université, ou dans les groupes étudiantins ou dans les organisations. Même s'il en reste, hein, en Belgique, il y a Fairfin, il y a Bi-Impact, Triodos, enfin, il y a quand même une série d'organisations qui sont impliquées là-dedans, mais ça restait quand même moins présent. Et donc voilà, moi je restais avec cette idée, cette fascination pour ce monde-là. Et donc c'est quand j'ai retrouvé Franck et qu'on a bu une bière et qu'on s'est dit, tiens, ben, il y a vraiment Franck des que tu choses à connaissais faire. d'avant? Ouais, je le Ok. connaissais d'avant, mais j'avais perdu de vue. Ok. Donc Franck et moi, C'est, on était en est-ce que primaire c'était un ensemble. ami ou ça restait quand même quelqu'un d'étranger? Non, en primaire, on était potes. Ok. Et puis on s'est perdu de vue. Ok, En ok. primaire, t'as 11 ans quand tu te quittes, donc c'est pas trop là que tu peux faire beaucoup d'efforts pour essayer de se revoir. Et Ouais, donc ouais, parce que après, moi je suis revenu à le 20 la 9. Ouais, c'est un point aussi que j'aimerais aborder après, c'est la ouais, je t'en prie, construction de Quentin. l'équipe. Est-ce que, mais je vais l'aborder un peu plus tard dans l'histoire, mais euh, voilà, commencer à entreprendre, est-ce qu'on le fait avec quelqu'un d'inconnu ou est-ce qu'on le fait avec un ami? Quelles sont un peu voilà les différences entre ça? Mais d'abord, j'aimerais te proposer de pitcher White Equity. Oui, oui, Equity, pardon. Et tu me dis qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est juste. Donc, Oui Equity, euh, je suis j'ai envie d'investir, mais j'ai envie d'avoir un impact. Et c'est parfois difficile de connaître l'impact réel sur l'environnement, sur la société. Et ce que We Equity propose, c'est une solution AI qui donne des rapports qui analysent ces valeurs ESG-là pour pouvoir investir en connaissance de cause. En fait, tu quel type, enfin, la raison pour laquelle la réponse est difficile, c'est que là, ça dépend qui tu es. Est-ce que tu es un investisseur Ok. privé ou tu es un investisseur professionnel? Moi, je suis pro. Moi, Moi, je travaille dans un VC. Je travaille dans un VC là, on a plusieurs millions et j'utilise un Ok. peu WeEquity pour choisir mon portefeuille. Non, alors nous, on va pas être utile, c'est faux. Ok, Nous, génial. typiquement, les clients qu'on aide sont typiquement soit les fonds d'investissement qui investissent dans des boîtes cotées en bourse. Ok. Et là, on a un service très particulier, c'est qu'on va analyser si jamais les entreprises dans leurs fonds sont impliquées dans des controverses et sont en fait en train d'enfreindre certaines règles minimum sur les droits humains. Soit tu as un fonds de private equity, alors on t'aide vraiment sur toute la collecte des données de toutes les boîtes dans ton portefeuille pour après Mhm. faire l'analyse, mais les données viennent des boîtes dans le portefeuille pour faire l'analyse de durabilité. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les sociétés privées, tu as plus difficilement les informations vis-à-vis Mais c'est là que les d'eux-mêmes, non? données viennent en fait des boîtes dans le portefeuille même. Mhm. Donc alors on est plutôt un acteur qui est entre les deux, entre les entreprises dans le portefeuille et le fonds. Et je suppose il y a plein de sociétés privées ou même publiques qui manquent d'informations. Et donc comment à ce moment-là ça se passe pour Il faut les éduquer et petit à petit les aider à commencer à récolter ces data. Ok. Et en fait de toute Est-ce- façon ils n'ont pas le choix, il y a des réglementations, surtout en Europe, qui Mhm. voient le jour, qui commencent à forcer la main en disant à tout le monde, bon, ben, vous allez devoir commencer à faire du reporting sur ces thématiques-là. Ce qui Ok. fait que c'est plus une question de temps. C'est quoi ton pitch de WeEquity? Comment on pitch Mon WeEquity? pitch, aujourd'hui, c'est soit je parle avec des fonds de private equity, soit je parle avec des Ok. entreprises. Ok. Et là, la question toujours, c'est bon, mais en fait, si vous avez de plus en plus de reporting, vous devez de plus en plus faire d'analyse de durabilité vous-même,
soit pour vos clients, soit pour vos investisseurs, soit pour les réglementations. Et aujourd'hui, ça prend énormément de temps pour collecter ces données. Mhm. Et donc nous, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut permettre de faire gagner la moitié du temps Ok. dans la collecte et dans le reporting. Et ça vous permet vraiment, en fait, après, de vous concentrer surtout sur votre business et sur la roadmap, les actions que vous voulez Mhm. mettre en place pour améliorer la durabilité, au lieu de devoir passer du temps à manuellement collecter les données. Analyser, je comprends bien, je visualise bien, mais comment votre AI permet de collecter aussi les données? En fait, je donne un exemple très concret. Euh, des grands entre- un exemple très concret d'une entreprise qu'on vient d'aider. C'est une entreprise du Belvint qui reçoit en moyenne par mois une dizaine de questionnaires sur la durabilité, l'environnement et les droits humains de la part de leurs clients et de la part des agences de rating ESG. Et donc chaque mois, ils doivent répondre à toutes ces questions pour expliquer comment ils font au niveau de leur production, au niveau de leurs fournisseurs. Et toutes les données sont un peu éparpillées dans plein de documents en interne. Mhm. Et nous, on a trouvé qu'en fait, à partir du moment où on sait il y a toute une série de points et de contenu qui est pertinent, qui est déjà quelque part en interne dans les documents, en fait, on peut permettre Ok. à l'utilisateur d'uploader tous ces documents et l'IA va aller extraire toutes les informations dans les documents de l'entreprise pour aller pré-remplir les questionnaires et les champs de reporting. Ok. Donc, un des documents que j'ai reçus et que je dois remplir pour analyser voilà, mon empreinte carbone ou l'impact sociétal que j'ai, je le donne à l'AI de WeEquity et l'AI va aller regarder directement dans tous les documents que j'ai uploadés et proposer des réponses pour chacune des questions. C'est ça? Exactement, Ok. Et si il y a une information manquante, l'AI va écrire je ne sais pas. exactement. Ok. Ok. Euh, pour garder un peu ce track back, tu parles avec Franck, tu bois une bière avec lui, tu lui racontes comment ça s'est passé à l'Angleterre. Tu dis que tu étais très actif dans cet écosystème de ESG. Euh, comment la suite s'est passée? Bon, j'ai dit, tiens, est-ce que c'est un domaine qu'on n'explorerait pas? Lui avait envie de lancer un nouveau projet, il sortait de si vite, petit à petit. Euh, et donc, en fait, on s'est dit, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas, on fait pas l'occasion de juste essayer de rencontrer des gens dans le domaine pour comprendre un peu quels sont les problèmes, quels sont les soucis. Et donc, c'est là qu'on a commencé un peu notre recherche du marché. On a contacté une centaine de personnes qui étaient dans le monde de la finance durable, de la durabilité, pour comprendre quels étaient les problèmes, quelles étaient les difficultés, surtout au niveau des data. Et c'est là qu'on venait à chaque fois les réponses, c'est que après on se revoyait avec Franck et on se rendait compte que plein de gens manquaient de données ou avaient des difficultés avec l'analyse de données et la collecte de données. Et donc c'est là que commençait, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut pas essayer de trouver des solutions pour répondre à ces besoins? Et alors tu commences et avec quelques slides ou sur Figma, tu crées des prototypes et tu dis, tiens, mais est-ce que ça va, la fois passée tu m'as dit que ça c'était ton problème, est-ce que ceci répondrait à ton problème? Et alors petit à petit tu itères. C'est qui que vous êtes allé voir? Des entreprises Ouf, on a directement, eu des... Ok. des entreprises, des fonds d'investissement, des banques. Comment tu leur parles? J'envoie un message sur LinkedIn et puis à chaque fois, à la fin quand c'est positif, on met un call. Et à la fin, je leur dis, tiens, je suis jeune, je connais pas tellement de gens, est-ce que vous avez pas trois, quatre personnes avec qui vous pensez que ça vaut la peine que je parle et potentiellement vous êtes prêt à me mettre en contact. Et petit à petit, alors la retourne. C'est la bonne méthode évidemment d'aller rencontrer ces gens, mais tu le dis vraiment d'une manière, ouais, voilà, je les ai contactés sur LinkedIn, on s'est vu, mais je pense que voilà, pour énormément de gens et pour beaucoup de gens au début aussi, c'est compliqué, voilà, on sent pas forcément à l'aise d'aller contacter ces gens, d'y aller comme ça. C'est quoi un peu ton tips, ta vision de ça? Comment on peut Oui, c'est aller clair. au-delà de nos peurs? Ça peut faire très peur, en fait, parce que tu te dis, mais qui je suis étudiant, j'ai rien fait, j'ai encore rien réalisé dans ma vie. Pourquoi est-ce que les gens vont prendre le temps pour moi? Et puis après, comment est-ce que je vais gérer cette discussion? Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que t'as rien à perdre. Mhm. En tant qu'étudiant, tu sors de l'UNIF, ou tu es encore à l'université, tu te dis, tiens, mais j'ai envie de faire quelque chose dans ce domaine-là. Au pire des cas, les gens vont dire, ah, elle est cute, elle était un peu stressée dans la discussion, je verrai bien un peu, peut-être dans le futur, je vais la recroiser, quoi. Ça, c'est en presque le pire qui puisse arriver. Mhm. Vraiment. À partir du moment où tu te rends compte de quel est le pire qui peut arriver, et en fait que t'as rien à perdre, parce que la personne, tu la connais pas, Mhm. bah, tu dis, bah, en fait, pourquoi pas, je vais essayer une fois.
et t'essayes une fois, tu prépares très bien l'appel à l'avance en disant, préparant l'introduction, les questions que tu veux poser, la manière avec laquelle gérer la discussion. Tu essayes une fois, et puis tu vois comment ça se passe. Mhm. Et souvent, les gens sont assez bienveillants, ils sont prêts à répondre à tes questions et à t'aider. Et puis, il faut accepter que parfois les gens vont être Ouais. occupés, stressés, tu les prends en plein milieu de leur journée, ils auraient voulu quand même prendre le temps pour toi. Et, et voilà. Mais il faut pas le prendre personnellement. Parce que les gens te connaissent pas, les gens sont juste là, tu vois, j'ai pris un peu de temps pour des étudiants. Donc voilà. Et je pense qu'au début, il faut être très flexible, il faut être prêt à se plier un peu aux horaires que les gens qui sont dans un boulot full-time te donnent. Mais au final, t'as vraiment rien à perdre. Génial, merci. Le problème principal en allant discuter avec ces banques, ces fonds d'investissement, ces entreprises, c'était le fait que ça prenait du temps de remplir euh, ces papiers. Oui, en fait, il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes. Il y a une des choses qui fait souvent très peur, c'est la réglementation qui arrive. Et Mhm. donc on dit, ouf, on va devoir répondre à ces réglementations, on va devoir s'aligner. Comment est-ce qu'on va faire ça? Et on n'est pas encore trop sûr de comment on va y arriver et de qu'est-ce que les réglementations nous demandent. Puis en effet, il y a des problèmes sur, bon, ça me prend énormément de temps de devoir faire tout ça. Comment est-ce que je peux essayer de minimiser le temps que ça me prend? Il y a des problèmes de, tiens, mais je sais pas où je peux trouver les données. Comment est-ce que je dois gérer ça avec ça? Donc il y a plusieurs problèmes qui commencent à petit émerger et puis réapparaître et réapparaître et réapparaître. Et quand tu commences à comprendre que plusieurs personnes ont le même problème, mais là tu tiens à quelque chose. Mhm. Ok. Une fois que tu as identifié ce problème, tu es passé à l'étape de, tu dis, voilà, un peu chipoter par nous-mêmes pour créer des prototypes. Comment tu as fait? Là, on a fait plein de manières différentes. Tu peux utiliser Sigma si tu veux. Tu peux même le faire sur papier, hein, donner une idée de, tiens, ben voilà, à quoi pourrait ressembler une solution. Et tu prends des photos de ton papier. Tu peux même le montrer directement, en partageant ton écran dans le meeting. Euh, Mhm. il y a des outils comme Balsamiq aussi, qui permettent de faire des mock-ups assez rapidement. Il y a plein de Balsamiq, manières de c'est faire un des peu comme Figma ou... Donc, ouais, même ok. encore plus brut. Donc Euh, Figma, même, Balsamiq, des faux sites où il y a simplement un front-end avec exactement. des pages Tu vois juste les qui chargent un peu visuels de là. à quoi ça ressemble, alors qu'il n'y a rien qui fonctionne derrière. Et t'essaies d'avoir du feedback sur base de ça. Et Mhm. comme ça, nous, on a itéré, je pense, une bonne dizaine de fois. Mhm. Parce qu'on est fait un problème, on croit qu'on a une solution. En fait, non. On se rend compte que la solution ne répond pas du tout au problème. Ou bien on se rend compte qu'en fait, que le problème n'est pas si gros que ça. Et donc, alors, tu dois itérer. Et les gens avec qui tu étais en contact, à chaque fois, ils étaient voilà, partants un peu d'essayer vos solutions. Sur qui vous pouviez tester? Sur les gens à qui vous avez discuté? Souvent, tu retournes voir les gens avec qui tu avais déjà parlé dans le passé. Tu essaies de voir leur feedback et leur permettre de un peu être intégrés dans la solution. Et puis, il y a un moment où il faut se mouiller. Et il faut dire, bon, ben voilà, Euh, si tu sens que les gens disent ah oui exactement ça répondrait à mes besoins, bah alors tu dois leur dire bon mais très bien, moi je compte créer ce truc-là, est-ce que tu es prêt à mettre de l'argent sur la table aujourd'hui pour après pouvoir avoir la solution dans 2, 3 mois et je te Mhm. donnerai la solution pendant un an avec un prix totalement réduit parce que tu es vraiment un de mes partenaires Ouais. early Mhm. et alors ça commence. Ok. Un peu des, et je reviens à cette question avec qui on peut monter son équipe. Est-ce que comment tu vois un peu ça, toi? Si là, tu dois recommencer une boîte demain, où Equity a été vendu à 40 milliards, tu repars demain parce que l'entrepreneuriat, ça te manque. Euh, voilà. Quelle est ta perspective vis-à-vis de fonder son équipe? Ouf. Comment tu vois C'est là? Est-ce c'est- qu'on c'est peut faire vraiment ça en avec fait des amis? Qu'est-ce c'est qu'on doit vraiment la question chercher? essentielle. Mhm. C'est vraiment la question essentielle. Et il faut se poser beaucoup de questions avant de se lancer avec quelqu'un. Moi, je ne peux parler que de mon expérience qui est très limitée. C'est-à-dire que j'ai trouvé quelqu'un qui avait des compétences extrêmement complémentaires avec les miennes, avec qui il y avait déjà une forte connexion de confiance. Et troisièmement, il y a une question des valeurs. Mhm. Tu dois aussi se dire, bon, mais qu'est-ce qu'on recherche, comment est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qui pour nous est essentiel. Et puis après, tu te dis, bon, mais qu'est-ce qu'on veut essayer de créer, quelles sont nos attentes, est-ce qu'on a des attentes similaires, oui, non. Et puis tu testes et tu vois ce que ça donne. Mais
Et chez nous, c'est une question de constamment se remettre en question, de constamment communiquer, de constamment être prêt à grandir ensemble et apprendre ensemble et être prêt à avoir des discussions difficiles. Mais Donc je là, sais avec ce qu'il que y a tu d'autres me gens, dis, quand tu ouais. regardes des... Ouais, pardon, vas-y. Non, j'allais juste, voilà, récap un peu les 3 points que tu as dit. Tu avais dit aligner sur les valeurs. Deuxièmement, tu as dit des compétences un peu complémentaires. Et troisièmement, voilà, des personnes qui peuvent être prêtes à se remettre en question, à communiquer et à mettre des choses sur la table parfois, quoi. Pardon, vas-y, Tout je à te laisse fait, et puis tu continuer. dois savoir quelles sont les attentes, quoi. Mhm. Est-ce que Ouais, tu es tout à fait. prêt à lancer une boîte avec tel type de moyens financiers ou pas, pendant combien de temps, où est-ce que ça va, qu'est-ce que tu veux apprendre, qu'est-ce que toi tu as envie de ressortir de ce projet aussi. Et je Mhm. pense que toutes ces choses-là doivent être mises à plat. Parce que Ouais. tu peux vraiment pas te lancer dans ce genre d'aventure s'il reste des inconnus. Yes. Après, je pense que ça, c'est mon expérience à moi. C'est très compliqué de faire ce genre de choix. Et il y a des gens qui vont de manière différente. Je sais que c'est là que, par exemple, les startup studios, ils vont te trouver des cofondateurs ensemble, je suppose, sur base de ce genre de critères, pour voir un peu, tiens, mais quel type d'équipe a le plus de sens d'être mis ensemble. Ok. Et ça, Et alors, les gens se connaissent pas. ouais, ça peut être un bon point également aussi, parce qu'il y a d'autres billets en moins aussi. Exact. Ok. Tu me parles de Startup Studio, tu me parles d'incubateur. Je voulais te demander, tu me dis, voilà, je pars parler à ces banques, ces fonds d'investissement, je commence à prototyper sur Figma, mais à ce moment-là, tu es toujours en master. Donc j'aurais une question avec 2 questions dans celle-ci. Premièrement, voilà, comment, donc tu parlais d'organiser son temps, etc., mais je suppose qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Comment est-ce que pour toi, on entreprend en étant étudiant? Et dans un deuxième temps, dans quelle mesure la Belgique aide un peu ses étudiants à entreprendre en même temps? Et comment ça t'a aidé? Je conseille la dernière. Vas-y. Beaucoup de questions Ah, à la fois, c'est bien elles sont difficile. liées de toute manière, donc. Ouais, ouais, je vois. En Belgique, quand tu es étudiant, quand tu es étudiant, tu veux entreprendre, il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a le statut étudiant-entrepreneur qui te permet normalement une certaine flexibilité de la part de ta faculté. Ça dépend vraiment de la faculté, ça dépend ce que ça donne. C'est pas toujours très clair. Mais c'est une première reconnaissance pour ce statut-là. Deuxième chose, en Belgique, tu peux aussi prendre directement assez rapidement le statut d'indépendant complémentaire. C'est-à-dire que tu peux alors gagner un certain montant d'argent qui rentre dans certaines cases. Troisièmement, tu as les incubateurs du coup. Pour moi, je pense qu'ils t'aident vraiment un peu. Et du coup, pour le deuxième point, Ouais, voilà, si tu rentres dans ces critères-là, tu es taxé à 0% et tu ne comptes exactement. même pas la TVA, etc., qui facilite toute la compta et les calculs, Exact. Et ça, c'est vraiment utile. Euh, évidemment. Hein. Troisièmement, tu as les incubateurs étudiants. Et je sais qu'en Belgique francophone, je pense que dans la plupart des universités, il y en a. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un chouette cadre pour commencer à se lancer, pour rencontrer des coachs, pour être informé sur toutes les différentes thématiques qui viennent dans la réflexion entrepreneuriale. Et tu dois à chaque fois, comme dans n'importe quel incubateur et accélérateur, toi-même voir ce que tu as envie d'en sortir, et tu en sors autant que ce que tu donnes comme investissement et comme temps pour essayer de comprendre et pour en retirer des choses. Nous, par Euh, exemple, à c'est, Louvain-la-Neuve, on a rejoint c'est- l'incubateur. Ouais, comme tu dis, hein, en étant étudiant en Belgique francophone, voilà, t'as l'incubateur à Louvain-la-Neuve, t'as Capinov à Namur, t'as Venture Lab à Liège, le Yump à Mons, etc. Donc il y a toujours voilà une structure qui est pas forcément très loin de chez toi. Quelque chose, voilà, pendant longtemps ça a été ça a été flou, mais quelle est la différence entre un accélérateur et un startup incubateur? Oh, je pourrais même pas te dire. Je, je pense qu'un incubateur, tu es plus... En fait, non, je pourrais même pas te dire. Je pourrais même pas te dire. Ok, ma compréhension c'était un accélérateur, c'est pour un goal précis pendant une durée très limitée. Donc voilà, je veux, je sais pas, ouvrir ce nouveau marché là pendant les 3 prochains mois. Je reçois un accélérateur et un startup, un incubateur, c'est voilà, c'est un peu plus général. T'as vraiment tous les domaines en même temps et t'as un peu de tout. Qu'est-ce Ouais, qu'un ça a du incubateur? sens. Après, quand tu regardes Startit, KBC, c'est 1 an. Donc c'est quand même, ça devient quand même assez long. Et Ouais. tu as un accompagné très général, un accompagnement très général aussi. Là, nous, on a rejoint un Birdhouse. Là, c'était en effet 4 mois. Beaucoup plus clair, beaucoup plus Mhm. précis, plus spécifique. Mais on a rejoint aussi une fois un accélérateur à Paris. C'était 2 ans. Ok. Donc, Ouais.
J'ai Ouais, l'impression que dans les faits, les les frontières choses se sont assez mangent un floues. peu. Les frontières se mangent. Ouais. Et dans quelle mesure, voilà, ça t'a aidé à être étudiant entrepreneur et comment t'as été étudiant entrepreneur du coup? Ouais, je veux juste ajouter un quatrième truc qui existe dans l'écosystème, en tout cas moi que j'ai pu Yes. bénéficier à Louvain-la-Neuve, c'est qu'il y a le Louvain Student Angel Fund, qui est un fonds qui soutient les initiatives qui ont une pertinence sociétale, c'est vraiment important, Ouais. et qui peut donner, nous on a reçu deux fois 2000 euros je pense, un truc comme ça. Mhm. Et ça c'était un game changer parce qu'on est étudiant, Ouais, c'est on n'a génial. pas Ouais. d'argent. Tout d'un coup tu peux commencer à dépenser dans l'abonnement Figma, dans l'abonnement Slack, dans l'abonnement ceci, euh, l'abonnement Calendly, j'en sais rien, l'abonnement email de Google. Tu peux faire plein de choses qui, sinon, sont quand même un réel frein. Si t'as pas les moyens, tu peux pas juste te permettre de commencer à dépenser de Mhm. l'argent comme ça, à droite, à gauche, pour essayer de créer un projet, alors il y a aucune garantie que ça va Mhm. mener quelque part. Donc là, c'est la quatrième chose qui aide quand même vraiment. Comment ces choses-là m'ont aidé? Je pense qu'elles aident à, être éduqué et informé par rapport au sujet et à comprendre comment lancer sa boîte, à quoi est-ce qu'il faut faire attention, quelles sont les étapes importantes. Deux, ça t'aide à te mettre en contact déjà avec certaines personnes. Donc nous, notre coach à l'incubateur, Pierre de Melenard, c'est vraiment un entrepreneur à succès qui donne cours d'entrepreneuriat à Louvain-la-Neuve, qui est vraiment un homme remarquable, qui nous a soutenus, donné énormément de conseils, a pu nous mettre en contact avec deux, trois personnes aussi. Et on n'aurait jamais eu accès à Pierre sans l'incubateur. Ça Ok. c'est clair. Et je Trop dirais bien. troisièmement, il y a, bah, pour nous, ça te force aussi un peu t'organiser, ça donne des bureaux. À Louvain-la-Neuve, on Mhm. avait un bureau, on pouvait y aller, faire des réunions, rencontrer des gens. Et c'est toute une série de choses au niveau presque infrastructure, en fait, qui aident quand même beaucoup. Mhm. Après, tout ce qui est l'organisation, c'est quand même c'est à toi De de te voir. lancer. Et franchement, on s'était assez rapidement établi une structure pour faire le suivi du projet, pour évaluer les avancées. Ok. Euh, je suis un étudiant, voilà, j'ai envie d'entreprendre là maintenant. Le plus important, du coup, ça va être voilà, de s'entourer, rejoindre ces structures-là, tu dirais? Tu dirais quelles sont Oui, les choses primordiales à prendre en compte, voilà, pour pouvoir à la fois immerger un peu son étudiant, son planning d'étudiant et en même temps commencer à se lancer. Et pendant que tu réponds, je vais ouais, aller rebooker la salle. Du coup, tu peux dire ce que tu vas-y, veux vas-y. pendant 30 secondes. Je le publierai dans tous les cas. Tu peux dire vraiment ce que tu veux. Ça va, ça va. Moi, je pense que les aspects essentiels, on va attendre ça quand même. T'as bien occupé le micro. Ah non, j'ai fait ça très mal. Euh, mais non, moi, ce que je penserais, c'est au niveau des aspects essentiels, c'est que tu dois t'organiser et malheureusement, tu n'as pas le choix. Donc, si tu veux pouvoir faire plusieurs choses en même temps, avec plusieurs projets en même temps, tu dois t'organiser et avoir un planning auquel tu te tiens, avec des priorités. Et en fonction de ça, tu dois évaluer et tu peux pas te permettre de faire les choses last minute, parce que alors, enfin, ça fonctionne plus, quoi. Génial, merci pour ça. Euh, à quel moment et comment, voilà, WeQT c'est parti un peu d'un projet, voilà, je fais en étant étudiant, voilà, à un projet qui recrute du monde, qui crée voilà une technologie quand même solide, qui commence à lever des fonds. On va le voir, t'as levé 3 fois des fonds avec une dernière levée à 1,1 million. Félicitations pour ça. Et Merci. voilà, à quel moment il y a eu ce plot twist? Je pense qu'il y a eu un élément assez déclencheur pour nous, c'est vers la fin de nos études. Bon, c'est qu'on a commencé à se rendre compte qu'on tenait vraiment une belle piste au niveau du produit, au niveau des problèmes qu'on résolvait. Et, et à ce moment-là, en fait, on s'est dit on allait chercher un subside. Et on a obtenu un subside d'Innoviris de 70 000 euros. Justement, le subside Proof of Business. Et qu'on a pu, du coup, pour obtenir le subside, en fait, tu dois amener, en fait, de ton côté, une partie des fonds. Mhm. Et donc, dès que tu as le subside, en fait, c'est quand même un levier assez important et intéressant Donc c'est-à-dire amener de une la partie des part fonds. de. Ça veut dire que tu En fais un fait, espèce de... tu n'obtiens le subside que si que Ok. tu montres que tu as des Donc par exemple, financements privés à côté. tu dis pour aller plus loin dans mon projet, j'ai besoin de 200 000 et eux mettent par exemple 70 000.
Bah non, là c'est un subside très particulier qui va jusqu'à 70 000, c'est le subside Proof of Ok. Business pour justement pour aider à lancer sa boîte. Mhm. Et C'est mais en une fait en bonne aide quand général les même. subsides, ah oui c'est magnifique, c'est magnifique. Mais ce genre de subsides, tu ne peux les obtenir que quand tu as du financement privé. Mhm. Et donc parce que enfin, c'est normal, l'État va pas juste simplement subsidier les gens pour lancer leur boîte. Et donc à ce moment-là, nous en fait on a trouvé des financements privés de la part de toute une série d'angels, notamment Pete Colruyt qui a décidé de nous soutenir, ce qui était vraiment énorme pour nous. Et à ce moment-là, on a pu boucler une première levée de fonds autour de, je pense, 150 000 euros. Donc ce Pete, c'est Et ça, et là, c'était un élément déclencheur. une personne que vous avez rencontrée au fur et à mesure de votre aventure qui a décidé de Voilà. vous En soutenir fait, financièrement. Pete, on l'a rencontré un an avant ça, en lui demandant des conseils sur la finance durable et en restant en contact avec lui. Et lui, il a cru en nous et s'est dit qu'il allait se Un, lancer et nous soutenir financièrement. un business angel, Pete. Voilà, exactement. Ok. Et après, on en a trouvé quatre autres. Et ça a été la première levée de fonds qui nous a permis du coup de recruter 2 personnes et d'avancer. Ok. Sans dire les noms précis, mais un business angel, il met quoi? Il met 100 000 et il prend 5%, quelque chose comme ça? Ah, ça peut aller dans Ça tous les dépend sens. des business angels, ouais, mais dans Il y a votre des gens cas, qui mettent c'était des dans tickets, quel... il y a des gens qui mettent il y a des gens qui mettent des tickets de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Chez nous, les tickets ont varié entre 10 et Ok. au total 200 au final, Mhm. dans la dernière levée, 10 et 200 000. Mais Donc ça, c'est aujourd'hui, que il y a pour des des outils, particuliers, que pour des business angels, ce ouais, ticket de... ouais, Ok. ouais, ouais. Aujourd'hui, il y a des outils géniaux qui permettent à des angels de se mettre ensemble et de mettre un grand ticket ensemble. Je pense à Roundtable, Mhm. surtout, par exemple, ici en Europe. Je pense qu'au UK, il y a Odin aussi. Ces choses permettent justement, en fait, à des angels d'ensemble de mettre de l'argent, de pas être le seul à prendre le risque. Et ça permet aussi, du côté de l'entrepreneur, de n'avoir que un Mhm. investisseur dans ta cap table et dans tes actionnaires, au lieu d'en avoir 10, 30. Et donc ça, c'était un peu les choses. Nous, on a levé le premier tour, on l'a levé, euh, comme ça. Et puis après, l'aventure a démarré. Ok. À ce moment-là où ces business angels lèvent, il y a eu ce moment où on doit valuer WeEquity, qu'il n'y a pas encore forcément de clients. Comment ça s'est passé? Nous, on a levé en convertible. Donc le Ok. convertible, c'est un prêt qui a, en fait, du coup, qui ne valorise pas la société aujourd'hui, mais qui permet aux investisseurs de convertir leur prêt en action lors de la prochaine levée de fonds. Et c'est à la Ok. prochaine levée de fonds que tu mets une valorisation et ils reçoivent une remise parce qu'ils ont investi avant. Ok. Je- Vous débloquez cet argent, je suppose avec ce que tu m'as dit, peut-être autour de, je sais pas, 300, 400 000 au début, 300 000, je sais pas trop ce que tu m'as Aujourd'hui, dit. Au tout première premier levée, rang. c'était 150, puis après, Ok. on a levé 450, et puis après, on vient de lever 1 100 000. Ok. Ok. Tu m'as dit 150, c'est 150 000. Vous en avez fait quoi? Créer On a le prototype, recruté des recruter. gens, exactement, on a créé le produit. Donc, c'est là qu'on a recruté les premiers ingénieurs, développé le produit, ça nous a permis de signer les clients sur ce produit Tu les prends et où, les ces onboarder. ingénieurs? Tu vas les chercher comment? En tant que jeune startup, c'est difficile de recruter, ça c'est clair. Donc nous, il y a plusieurs manières. On va essayer de faire en sorte que les gens qu'on connaît, publient notre offre d'emploi. Et puis après, on va nous-mêmes trouver les gens et on essaie de comprendre un peu quel type de profil serait intéressé par notre boulot. Et on va essayer de les contacter pour voir s'ils seraient intéressés à discuter, avoir une discussion, comprendre un peu ce qu'on fait et voir s'il y a un fit. Ok. Et au début, c'est quoi? C'est deux ingénieurs qu'on recrute pour créer le produit? Aujourd'hui, au début, on a recruté un ingénieur et on a recruté en fait, une founders associate qui nous a aidé et au niveau du business, et au niveau du prototypage, et au niveau du produit, Ok. qui a vraiment fait plein de choses différentes. Et puis petit à petit, ça augmente. Nous, entre-temps, maintenant, on a une équipe de 6 personnes. Et en fait, c'est tout le monde est tech ou produit, et puis il y a moi. Ok. Qui est là pour le marketing, le business alors. Plus cette Voilà, moi casquette-là que j'essaie de tu faire prends, ouais. rentrer les clients. Ok. Exact. Ok. Ces employés qui rentrent, ils ont l'équité à chaque fois ou? Nous, on a un système qui permet de donner des stock options.
Et en général, c'est quelque chose qui est quand même assez apprécié. Mhm. Donc c'est quelque chose qu'on fait en place, oui. C'est quelque chose qu'on met en place, tout à fait. Ok. Euh, Là qu'on est dans la finance, le deuxième round, ça a été combien de temps après? Qu'est-ce que vous aviez déjà accompli depuis le premier? Et voilà, comment s'est passé le deuxième et qu'est-ce que ça vous a permis de faire? Un an plus tard, le produit existait, il y avait les premiers clients dessus. Et l'idée, c'était vraiment d'aller scaler ça et de continuer à étendre. Et c'est ça qu'on a voulu faire du coup. Les clients, c'est ceux que vous avez été voir depuis le début et là enfin Entre quelque chose autres. était Et puis il sorti. y en a des nouveaux qui viennent, et puis Ok. les discussions mènent à certaines collaborations. Petit à petit, ça se met en place. Mhm. Et puis on avance. La deuxième levée, c'était pour faire quoi? C'était juste pour continuer à scaler et qui Ouais. étaient les investisseurs? Vraiment, on avait confirmé le produit, on avait confirmé les premiers clients. Et donc c'est vrai que ça avait du sens de vraiment s'établir et accélérer la cadence. Mhm. C'était les mêmes investisseurs ont remis Ok. de l'argent, ainsi qu'une série de nouveaux investisseurs aussi. Ok. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a petit à petit étendu l'histoire. Avec ton avis, et peut-être c'est un peu plus difficile vu que c'est une boîte tech et vous n'avez pas forcément les compétences pour ça, mais est-ce que tu penses qu'il y aurait une possibilité d'aller bootstrapper cette boîte et de pas lever, c'est simplement d'utiliser les subsides, d'essayer d'apprendre des connaissances, d'essayer d'utiliser des gens et peut-être les payer à l'heure, etc. Est-ce que tu penses qu'il y avait un moyen d'aller financer cette boîte avec simplement vos fonds et de garder tout le Dans contrôle? le domaine dans lequel on est, non. Mhm. Parce qu'on a un domaine où les choses bougent vite, il y a des compétiteurs, il faut aller Ouais. rapidement, Et ton avis sur le et il faut bootstrapping en avancer. général, ouais. Mais le bootstrapping, si tu en es capable, let's go. Je pense que c'est très sain, en fait, de développer sa boîte avec des revenus de la boîte. Mhm. Mais après, il faut pas se faire d'illusions. À partir du moment où tu rentres dans un domaine où il y a de la concurrence et que tu veux grandir vite, prendre une part de marché assez rapidement, bah, c'est là qu'avoir des fonds pour accélérer la croissance a du sens. Mais il faut pas accélérer la croissance à tout prix. Il faut quand même maintenir une certaine stabilité et santé financière. Et c'est un peu l'équilibre qu'il faut maintenir. Et Tu... d'ailleurs, petite note, les subsides, tu les obtiens pas si tu n'as pas de financement externe. Donc, Ok. tu ne reçois de subsides que, à part certaines aides, mais sinon, tu reçois des subsides conséquents que si tu as des financements privés qui viennent, ou bien toi-même qui mets de l'argent sur la Ouais. table. Parce que ça prouve que voilà, t'es investi dedans ou que soit d'autres personnes croient à ton projet, donc ça donne un filet Exactement. supplémentaire, quoi. Ok. Exactement. Tu disais que toi, tu t'occupais voilà de plus la partie sales, la partie ramener des clients. C'est quand tu démarches, c'est qui ton client? Enfin, dans le sens, c'est qui que tu démarches? C'est le CEO direct, c'est le head of sustainability, c'est qui que tu vas voir? Exactement. Nous, on parle principalement avec les gens qui sont responsables de la durabilité. Mhm. Parfois, ce sont des responsables compliance ou réglementation légale. Ça dépend un peu de la structure de la boîte. Mais en effet, nos interlocuteurs principaux sont les responsables durabilité. Comment tu les... Encore une fois, peut-être avec une scalabilité Ah, il y a plus plein de haute, canaux, hein. avec... Non, il y a plein de canaux via lesquels tu rentres en contact avec des gens et tu apportes de la valeur. Le plus important, c'est apporter de la valeur et montrer qu'il y a de la valeur assez rapidement. Mais il y a plein d'événements qui sont organisés dans le domaine. Euh, il y a, il y a plein d'événements auxquels toi tu peux assister, auxquels toi tu peux présenter. Il y a des événements que tu peux organiser toi-même, des webinaires que tu peux organiser toi-même. Il y a de la génération de contenu que tu peux faire. Euh, il y a plein de manières différentes. Il y a des introductions que tu peux recevoir via tes investisseurs, via tes partenaires. Il y a vraiment plein de manières différentes de rentrer en contact, mais c'est essentiel. Il faut comprendre un peu comment la machine de vente se met en place Mhm. et comment tu atteins tes clients et combien de temps est-ce que ça prend pour signer un client et comment est-ce que ça avance, qui sont les Ok. décideurs. Donc c'est toute une série de choses qu'il faut assez vite comprendre. Génial, merci. Euh, pour moi, comme tu l'as mentionné, c'est très important aussi avec son équipe de rester aligné sur ses valeurs. C'est quoi la culture d'entreprise de WeEquity? Et est-ce qu'il y a déjà eu des écarts entre toi et Franck, par exemple, en termes de vision de la boîte? Et voilà, quelles valeurs vous tendez à maintenir à l'intérieur de WeEquity?
Est-ce qu'il y a des écarts sur les valeurs? Pas vraiment, parce qu'on a vraiment pris le temps d'y penser au début. Donc on a vraiment très rapidement en fait mis nos 4 valeurs sur la table. Et c'est ces valeurs qui nous, enfin, vraiment auxquelles on tient et auxquelles on fait vraiment attention. Euh, et depuis ce moment-là, en fait, ça nous a permis vraiment de faire attention à ça et on essaye aussi, on demande même à tout le monde dans l'équipe si on arrive à se tenir à ces valeurs, si les gens trouvent qu'on continue à faire attention à ces valeurs, euh, et s'il y a des choses qu'on doit mettre en place pour s'y tenir mieux ou pour mieux les implémenter. Mhm. Donc, euh, donc en général, pas trop de soucis pour se tenir à ça et de divergence avec Franck à ce sujet-là, non. Ok. Et les valeurs qui vraiment chaque employé si ils les ont pas, ça va pas fitter avec Equity. Ce serait quoi? C'est quoi votre culture que vous essayez d'implémenter? Pour nous, c'est vraiment important, en fait, que les gens veulent s'éclater au boulot. Pour nous, enfin, il faut évidemment bien bosser, il faut être sérieux, mais il faut que tu t'amuses aussi. Ça, c'est une première chose. Mhm. Deuxième chose, il faut que les gens soient... Il y a quand même une réflexion de, tiens, mais est-ce que tu tiens aussi à l'impact sociétal qu'on a? Pour nous, ça, c'est important. Mhm. Euh, Troisièmement, principalement, on veut que les gens continuent à apprendre et apprendre les uns des autres. Et donc là, il faut être prêt à se remettre en question. Il faut être prêt à prendre du feedback et à donner du feedback pour grandir ensemble. Euh, et je pense que ça, c'est les trois grands piliers auxquels on fait attention quand on essaie de recruter les gens et qu'on essaie de continuer à mettre en place pour que les gens s'y tiennent. Tu parles d'impact sociétal et je voulais te demander, donc, est-ce que l'AI de WeEquity peut un peu évaluer cet impact sociétal? Donc, par exemple, ce private equity qui veut voilà, investir dans cette compagnie-là, elle a un super bilan carbone, etc. Les valeurs sont géniales. Euh, Comment on peut évaluer voilà, cet impact sociétal qu'a cette compagnie sur la société et l'environnement? Est-ce qu'il y a, Je pense pas que c'est- l'IA peut t'aider à évaluer l'impact sociétal. Nous, c'est ce qu'on essaie de regarder, c'est, tiens, mais quelles sont les boîtes qu'on arrive à accompagner sur les thématiques de durabilité et comment est-ce que petit à petit ces boîtes commencent à mettre en place des roadmaps, des plans d'action sur ces thématiques pour améliorer leur empreinte et pour améliorer leur impact au Mhm. niveau de la société. Mais c'est quelque chose qui est très dur à mesurer, surtout quand tu es une jeune start-up dans la tech. C'est pas évident, il faut regarder un peu aussi quelle est la... Il y a pas moyen d'imaginer un score ou une valeur que votre AI pourrait donner à une telle compagnie? Si, tu peux imaginer ce que tu veux, mais la question c'est à quel Mais point qui est c'est vraiment réel, ouais, qui pertinent. est réel, ouais. Euh, donc ça, c'est pas toujours Ok. évident. Pour boucler un peu la boucle du chemin que vous avez fait avec je sais pas pourquoi j'ai envie de dire White Equity, Oui Equity. Euh, voilà, on en arrive à cette troisième levée de 1,1 million. Quels milestones ont été accomplis depuis la dernière levée? Quelle est la vision pour la suite, en incluant ce super partenariat avec Delaware? Voilà. Qu'est-ce qui a été fait? Qui sont les gens qui ont investi là? C'est un round de seed. Et quelle est la suite? Alors nous, on s'est rendu compte que c'est vraiment ce problème de collection de data qui est le problème principal auquel on s'attaque. Donc il y a eu avec le temps quand même un affinage du positionnement qui est quand même assez important. Parce il y a pas photo quand tu es une jeune startup au début, tu testes encore beaucoup d'idées et tu essaies de voir dans quelle direction tu dois aller. Première chose, qui a été confirmée du coup aussi avec toute une série de collaborations et de gens qui sont prêts à tester notre produit, qui sont prêts à s'onboarder sur le produit. Et puis, on s'est rendu compte du coup que là, à ce niveau-là, ça valait la peine du coup d'accélérer en fait encore plus et de mettre vraiment l'accent sur cette collecte de données et cette valeur ajoutée de la collecte de données. Donc c'est pour ça qu'on a levé des fonds avec des gens qui voient vraiment une valeur ajoutée. Quand à la base on regardait que les fonds d'investissement, maintenant on s'est rendu compte qu'en fait il y a plein d'entreprises qui pourraient bénéficier de nos solutions. Mhm. Et donc là il y a beaucoup d'investisseurs qui ont été très attirés par l'idée de pouvoir aider des entreprises aussi. Et donc c'est ça qui vraiment nous permet maintenant d'accélérer et de foncer sur cette question de comment aider les entreprises à collecter leurs propres données et à remplir des questionnaires, à remplir des rapports. Et donc c'est ça qu'on va faire maintenant, c'est d'accélérer via des partenaires et nous-mêmes. Donc c'est là qu'on commence de plus en plus à avoir des partenaires qui sont prêts à nous aider
à aller implémenter et vendre notre solution auprès de leurs clients. Et puis nous, aussi à continuer à aller en direct, explorer différents marchés et s'établir vraiment de manière plus importante en Belgique et dans les pays limitrophes. Et le partenariat avec Delaware rentre dans cette logique. Donc, Delaware, une boîte de consulting en IT. Je suppose qu'ils ont des clients peut-être qui demandent Exactement. d'implémenter des solutions pour traquer leur impact ou de Voilà, répondre à ces formulaires. exactement. Et là, c'est là que ce partenariat intervient. Voilà, exactement. Ok. Qui a investi? De nouveau, on a nos investisseurs existants qui nous Aucun nouveau? soutiennent. Si, une série de nouveaux. Donc on a le fonds Birdhouse qui a investi et on a une série d'autres angels Qui qui sont ont investi spécialisés en sustainability ou c'est en des fonds un peu généraux? finance, en sustainability, Ok. plus ou moins ça en fait. Et puis on a un groupe d'angels qui ensemble en fait mettent souvent en étiquette dans les startups via Roundtable. Et eux, ils sont une quinzaine, ils se sont mis ensemble et ils ont quand même mis une belle partie de notre tour. Tu as les mêmes parts que Franck? J'ai les mêmes quoi? Tu as les mêmes parts dans la boîte que Franck? Ah, ça c'est quelque chose dont je vais pas parler en public, hein. Il y a certaines discussions qui restent entre nous. C'est à peu près similaire ou il y a des écarts, des gros écarts? Je répondrai pas à la question. Ça marche. Et là, ce que vous gardez un peu à deux, c'est quoi? C'est vers les 80% environ? De nouveau, je Grosso répondrai pas à la modo? question. Ça marche, ça marche. Je comprends les questions, mais il y a des questions qui sont trop tranquilles. Ouais, je comprends. Mais c'est dans ces eaux-là, on va dire. Disons. Ok. Euh, La vision pour l'avenir? C'est quoi la suite? Nous Je suppose maintenant, que c'est un peu ce que tu as on dit, fonce, mais... hein. Ouais. On a 18 mois pour accélérer, pour aider le plus possible d'entreprises et de fonds avec leurs besoins ESG. Et c'est ça vraiment l'objectif, c'est de montrer la valeur qu'on a et de la confirmer et de demander de plus en plus de clients qui sont satisfaits de nos produits. Et donc c'est ça Ok. vraiment, nous, ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de se positionner de plus en plus et de pouvoir confirmer ces collaborations et cette valeur ajoutée. Depuis le début de YT... oui, Equity. C'est quoi ton plus gros, ton plus gros apprentissage? Ouf, on en a plein, vraiment plein. On a fait Un des truc là. erreurs, Une erreur qui t'a on a appris fait le des plus. erreurs on a pris trop de temps à s'attacher à des idées de produits et des MVP auxquels en fait il n'y avait pas vraiment de valeur ajoutée. On a mis trop de temps pour faire des choses pour des clients qui étaient en fait pas vraiment intéressés ou pas vraiment prêts à payer. On n'a pas toujours été assez sélectif. On a eu du mal à recruter les bonnes personnes. On a parfois pris trop de temps à garder certaines personnes. Euh, on a fait des erreurs dans la vente et dans le pricing. Enfin, vraiment dans tous les sens. Ok. C'est quoi qui t'énerve? T'as des trucs qui t'énervent comme ça dans ta vie au quotidien? Des trucs sur lesquels tu grinces un peu dedans? Oui, moi, ce que je trouve difficile, c'est que on est, en fait, un truc qui est difficile dans le monde du B2B, c'est que les initiatives sont pas alignées et les gens doivent, quand ils prennent un abonnement à un outil, ils veulent que l'outil fonctionne, mais ils veulent aussi surtout pas prendre de risques quand ils dépensent Mhm. l'argent de leur entreprise. Mhm. Le problème, c'est que quand tu es une startup, les gens qui sont prêts à travailler avec toi doivent nécessairement, au début, prendre un risque. Mhm. Même si ton produit est meilleur, même si ton produit a vraiment une valeur ajoutée, en fait, ils doivent être prêts à convaincre leurs collègues pour dire, travaillons avec une jeune startup parce que X, Y, Z. Mhm. Et ça me frustre parce que les incentives au sein même d'entreprise sont pas alignés. Et donc, tu dois vraiment être au-delà du lot et avancer vite avec une belle crédibilité et des belles références pour pouvoir aller capturer le marché. Ça, c'est pas Mhm. évident. Ok. Ah, je vois, nickel. Dernière question pour toi, Gabriel. Euh, Je suis étudiant. J'ai envie de la lancer là maintenant là. Qu'est-ce que je peux faire là aujourd'hui, cette semaine? Par quoi je devrais commencer? C'est quoi ton meilleur conseil là maintenant, le plus actionnable, le plus utile pour cette loi des 80-20? Qu'est-ce qui est le plus important là pour y aller là, pour se lancer dans le bain? Deux choses. Un, toi, tu essaies de résoudre les problèmes que tu as toi-même. Je pense que ça, c'est observe ton quotidien, observe les choses qui t'embêtent, où tu prends beaucoup trop de temps, où tu es inefficace, et vois si tu Vendre peux en pas B2B. résoudre. Vendre en B2B, c'est ta future startup. Ouais, mais ça se résout pas si facilement, ça. Euh,
et vois quel problème tu pourrais résoudre, parce qu'alors tu comprends toi-même le problème, tu es toi-même le premier client. Mhm. Soit simplement va dans un domaine qui te passionne, qui te donne de l'énergie, qui te drive, et essayer de rencontrer le plus possible de gens pour comprendre les problèmes dans ce domaine-là. Ok. Gabriel, on a fait 1h06. J'espère que ça rentre dans ton timing. Merci à toi. Tout à Un fait, grand pas de merci. stress. Votre site Merci web, beaucoup à toi. wequity.app, WEQUITY.app. Gabriel, Exact. on peut te suivre sur LinkedIn. Je sais pas si tu as d'autres réseaux sociaux que tu as envie de donner pour Personnellement, je la suis boîte. off des Ok. réseaux sociaux, mais en effet, venez nous voir sur wikuti.app Mhm. ou par mail à gabriel@wikuti.app. Toujours Ok. prêt à aider des étudiants entrepreneurs ou des Quelqu'un qui gens aurait qui une ont des question, il soucis peut t'envoyer avec un le SG. mail. Ouais, avec Ok. grand plaisir. Avec plaisir. Merci Sacha. On est good. Merci à toi.